Guinée-Conakry, le troisième mandat écourté par un coup d'État. À Mali, le commandant de la force antiterroriste se constitue prisonnier. Puis Syrie, Lafarge, l'annulation des poursuites pour complicité de crimes contre l'humanité invalidée. Notre invité est Maître Éric Emmanuel Sosa. Maître, vous allez bien? Bonjour. Bonjour, Michel Tafa. Merci de répondre à notre rendez-vous. Le président de la Guinée, Alpha Condé, a été arrêté par les militaires poutis ce dimanche 5 septembre 2021 à 83 ans. Le professeur qui se voyait président à vie s'apprête donc à quitter le pouvoir par une petite porte ouverte lors de sa campagne pour un troisième mandat. Maître, vous avez vécu les événements du 5 septembre. Quel est votre regard? Eh bien, écoutez, je les ai suivis avec la même perplexité que l'ensemble des téléspectateurs africains, puisque j'ai suivi ça à la télévision, à peu près comme tout le monde. Personne n'a vu venir, même si on pouvait imaginer que quelque chose pouvait se tramer. Parce que à chaque fois, on ne le dit pas assez, ce sont les actes de délinquance constitutionnelle, les violations vicieuses que l'on fait à la bonne règle de l'application des constitutions, qui devraient être les gardiennes de l'art de gouverner, qui font le lit des coups d'État dans nos pays. Au Mali, exception à souligner, c'était d'abord un soulèvement populaire qui a après été endossé par l'armée. Mais ici, c'est effectivement les entorses faites à la Constitution, le fait que tous les contre-pouvoirs aient été annihilés, qu'on ait littéralement stérilisé l'opposition et les organisations de la société civile, qui en fait prêchaient dans un désert, parce que le professeur Alpha Condé, rappelons-nous quand même, pourquoi c'est important de le souligner. Le professeur Alpha Condé, il avait le profil du meilleur candidat possible pour faire un démocrate. Je me souviens en 2000 ou 2001, il y avait un séminaire au Sénat français à Paris, où il était invité. Et il disait cette chose qui aujourd'hui résonne de toute sa gravité. Qui vous dit que moi, président, je ne serai pas dictateur? Il disait ça, mais en répondant à une interpellation d'un député français. Oui, d'un membre de l'assistance qui posait des questions. Et aujourd'hui, je me dis, oui, effectivement, donc, quelque part, dans son intellect, c'est assumé qu'il pourrait s'adonner à des dérives dictatoriales. Il faut quand même dire que le profil ne s'y prête pas. Nous avons un intellectuel complètement attesté, chevronné, complètement attesté. C'est-à-dire que c'est pas un semi-lettré, quoi. Hein. C'est quelqu'un qui d'ailleurs n'accepte pas qu'on l'appelle autrement que professeur quand il est devenu président. Bon, très bien, on lui concède. Il a le titre, il en a les attributs et les qualités. On les lui concède. Puis ensuite, il a été un opposant martyr. Il faut quand même se souvenir de comment il a été supplicié par Lansana Conté. Et puis, il devient candidat et élu président. Et c'est lui qui va torpiller, enfin, tripatouiller une constitution pour s'offrir un troisième mandat à 82 ans. Ça pose énormément de questions pour les générations à venir et ça discrédite complètement la classe politique africaine, les intellectuels africains, parce que maintenant, vous voyez, la mode revient au pouvoir kaki. On va finir par s'y habituer, parce que il faut voir la liesse populaire qui a accompagné le coup d'État. C'est-à-dire qu'en fin de compte, les gens se sont sentis libérés, pas par un intellectuel qui vient professer la bonne manière en matière de pratique démocratique, mais par des militaires qui sont venus rappeler à l'ordre quelqu'un que tout prédestinait à être un bon guide. Alors maintenant, on se pose la question, que faut-il faire? Quel serait finalement le meilleur candidat possible pour affirmer les démocraties en Afrique? Quel serait le profil du meilleur candidat possible? Voyez-vous? Donc, du coup, tous les aventuriers sont les bienvenus.
Alors, soit parce qu'ils sont multimilliardaires, soit parce qu'ils sont sportifs. Après tout, pourquoi pas? Ouais. Mais bon, on a vu des sportifs à l'œuvre qui n'ont pas plus mal fait que les intellectuels les plus capés. Donc, ça pose énormément de problèmes et c'est la raison pour laquelle l'attitude de Lansana Conté, Alpha Condé a énormément déçu. Vous voyez, je n'ai même pas pu éviter le lapsus en le confondant à Lansana Conté. Vous voyez, en fait, il ressemble à son bourreau. Parce qu'il a quand même eu plusieurs dizaines de morts pour lui permettre d'avoir un troisième mandat. Ces gens-là qu'ont-ils fait autrement que protester contre ce troisième mandat qui, à leurs yeux, est non seulement illégitime, mais indigne? Des Guinéens sont morts pour avoir protesté contre cela. Et ils sont morts pourquoi? Parce que Lansana Conté voulait ce troisième mandat. Alors à partir de ce moment-là, qu'est-ce que vous voulez? La population a répondu au coup d'État par une manifestation de liesse et d'allégresse. Il y a un contraste. Attention, parce qu'on a vécu la même chose, en Guinée notamment, on a vécu la même chose en 2010 avec un certain Moussa Dadis Camara. Bon, donc, normalement, chien échaudé craint l'eau froide. Quand on a été mordu par un serpent, on craint la corde. Mais là, en l'occurrence, non. Pas du tout. Ils ont sauté de joie en espérant que le nouvel homme fort ne verse pas dans les mêmes dérives que Moussa Dadis Camara. Mais bon, avoir le treillis bien sanglé et les lunettes noires, on a l'impression de voir un remake. Et les rodomontades et les coups de menton ressemblent à peu près à ce que faisait Moussa Dadis Camara. Donc en fait, on va avoir un nouveau Doumbouya Show. Attention, c'est pas comme les Dadis Show à l'époque. Parce que bon, quand même, les sorties qu'il a offertes jusque-là ne rassurent pas beaucoup. Même si on a relâché des prisonniers politiques, ça peut être aussi une façon très populiste de se rallier quelques sympathies. Parce que bon, non, écoutez, il ne s'agit pas de défendre un coup d'État. Celui-là, comme beaucoup d'autres, trouvent leur germe dans les mauvais comportements de ceux à qui on les a faits. Ça, c'est le problème. Donc, vous voyez, ça ne devrait pas exister, le coup d'État. Ça devrait être hors jeu. C'est carton rouge systématique. Mais avec une CEDEAO qui, à chaque fois, a un langage qui est complètement stérile. Parce que, en fait, ils ont des actes qui ne correspondent pas aux idéaux qu'ils veulent défendre. Ils accueillent en leur sein des gens qui sont devenus des délinquants constitutionnels. Quand Alpha Condé essayait de s'offrir son troisième mandat, qu'a fait la CEDEAO? Il s'agit d'anticiper pour éviter les dérives, pour éviter les conflits. On a des organes pour ça, des organes de prévention des conflits, mais qui ne fonctionnent pas. Or, à chaque fois qu'il y a ce genre de phénomène à l'œuvre, on fait le lit de conflits potentiels à venir. Et ces conflits-là, c'est avec qui? C'est avec les populations opposantes. Les populations opposantes. Alors, maître, l'inquiétude des Guinéens, de tous les Africains, c'est ce retour en arrière qu'on peut qualifier de retour de plus de 30 ans en arrière. Est-ce que vous pensez que la junte peut donner aujourd'hui les garanties nécessaires comme elle le dit si bien? Mais non, écoutez, pour l'instant, il n'y a aucune garantie de quoi que ce soit. Regardez ce qui se passe au Mali, à côté. La junte, elle a fait un coup d'État idiot, d'abord, mais bon, enfin, c'est pas grave. Elle l'a fait. Bon, maintenant, c'est consommé. Mais il faut voir ce qui se passe. Non, le coup d'État idiot, c'est le coup d'État dans le coup d'État. Ouais, hein. le deuxième. Le deuxième. Bon, il n'y a rien de plus inepte. Mais bon, ils l'ont fait. Et maintenant, ils assument littéralement. Mais le chronogramme qui était fixé, il ne pourra pas être respecté. Et quels sont les gages? Aucun gage n'a été donné par la junte malienne. Donc la junte guinéenne, pour l'instant, n'offre aucun gage de quoi que ce soit. À part quelques mots d'ordre qui sont des vœux pieux, en fin de compte. Parce que c'est du wishful thinking. Alors, vous allez voir, avec nous, on va faire une nouvelle constitution, elle sera inclusive, aucun Guinéen ne sera écarté, etc. Bon, mais écoutez, le problème aussi, et c'est ça ce sur quoi je pense qu'il faut insister,
Aujourd'hui, c'est Alpha Condé qui paye le prix fort devant l'histoire. Mais il s'est trouvé autour de lui des intellectuels des plus raffinés qui ont défendu ce troisième mandat, qui ont défendu le changement constitutionnel. Ben voilà. Alors, vous savez quoi? Pour moi, si vous voulez, le rôle d'un intellectuel, ou en tout cas la dignité d'intellectuel, elle s'accompagne d'une prérogative forte, c'est-à-dire être libre de sa pensée et de sa parole. Quand vous êtes un intellectuel, on va dire, inféodé à un pouvoir, non. Parce que le véritable privilège de l'intellectuel, c'est de pouvoir justement développer sa pensée de la façon la plus libre possible et de défendre son opinion de la façon la plus libre possible. Mais voyez-vous, on prend un juge constitutionnel pour un intellectuel, a priori, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il est capable, dans sa production juridique, de réfléchir à des concepts complexes et de les agencer pour, en fait, expliquer pourquoi il prend une décision qui va dans un sens ou dans un autre. Alors, quand vous voyez, par exemple, en Côte d'Ivoire, un juge constitutionnel qui, une semaine avant, avait décidé que l'élection de Laurent Gbagbo était conforme à la Constitution, et quelques jours après, venir dire que non, finalement, c'est celui celui de Alassane Ouattara qui est conforme à la Constitution. Il y a un problème. Alors, il y a un vrai problème. C'est la raison pour laquelle je dis non. Écoutez, ils ont toujours la possibilité de se libérer en disant non, si c'est comme ça, je rends mon tablier. Beaucoup l'ont fait, ils n'en sont pas morts. Beaucoup l'ont fait avec énormément de panache et de dignité. Alors, justement, c'est tout ça qui déprave les institutions, parce qu'on ne peut pas compter sur le juge constitutionnel. Parce qu'en réalité, lui devrait être l'arbitre. Alors, quand, en fait, il vient jouer le jeu comme, si on est dans la métaphore footballistique, comme le 12e joueur dans un camp, alors nous n'avons pas d'institution forte. Nous n'avons pas d'institution protégés par des principes, et c'est la raison pour laquelle il ne faut pas s'étonner après d'avoir des coups d'État. Alors, maître, quand on analyse l'histoire de la Guinée-Conakry et la vie politique actuelle de ce pays, quel avenir pour ce pays politiquement? Écoutez, bien malin qui va pouvoir le dire aujourd'hui, à 3 jours de l'installation d'un nouveau régime. Bon, mais on va voir à l'œuvre ce qu'il propose, et on va voir comment les forces vives, politiques, et civiques en Guinée vont réagir, et si la mayonnaise prendra entre les bruits de bottes et les clameurs de la rue. Mais dans tous les cas, il faudra à un moment donné qu'on trouve les moyens d'une convergence d'idées entre le projet, pour l'instant très mal agencé, et en tout cas dans son énoncé un peu flou, que propose la junte et les attentes réelles de la société civile guinéenne et des acteurs politiques guinéens qui, depuis longtemps, sont en train de demander une chose: la pérennisation d'un système démocratique basé sur des textes eux-mêmes solides et bien protégés par ceux-là qui sont appelés à les appliquer tous les jours. Au Mali, le commandant de la force antiterroriste Omar Samaké s'est constitué prisonnier auprès du camp 1 de la gendarmerie, inculpé vendredi pour meurtre, coups et blessures aggravées et coups mortels. Il avait été relâché de la maison centrale d'arrêt de Bamako peu après son incarcération à la suite d'une manifestation de policiers. Expliquez-nous, maître, brièvement ce qui s'est passé. Écoutez, brièvement, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu une mise en cause d'un officier de haut rang, et il y a une décision de justice qui a décidé sa remise en liberté. Et puis, automatiquement après, il y a une bronca de la part de policiers et d'acteurs judiciaires qui ont dit que c'était une violation grave de la séparation des pouvoirs et des principes qui gouvernent la procédure pénale. Et donc, il a été très digne de sa part de revenir se constituer prisonnier pour apporter le calme, parce qu'il ne faudrait pas qu'à cause de lui seul, il y ait des troubles graves et que les institutions dont on a besoin, notamment en période de crise, soient remises en question
ou dans leur fonctionnement ou discréditer. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il est digne de sa part d'avoir accepté de se constituer prisonnier. Ce n'est pas très agréable. On peut répondre tout à fait de faits très graves en étant en liberté, parce que, comme on le dit toujours, la liberté est le principe, la détention l'exception. Donc sa mise en détention ne s'imposait pas a priori. C'est la raison pour laquelle un juge a avisé de le mettre en liberté, parce que par ailleurs, il a estimé qu'il offrait des garanties de représentation tout à fait estimables. Bon, maintenant, compte tenu du choc que cela crée dans l'opinion et des réactions que certains acteurs déterminants de l'action de la justice ont eu, il a préféré, et c'est tout à fait digne de sa part, je le répète, de se constituer prisonnier pour éviter que les choses ne se passent dans la violence et le cafouillage. Alors, maître, c'est aussi l'expression peut-être que Oumar Samaké n'a rien à se reprocher, on peut le dire ainsi. Ah, pas du tout, non. Écoutez, même dehors, il continue de considérer qu'il n'a rien à se reprocher. C'est pas parce qu'il est allé se constituer prisonnier qu'il n'a rien à se reprocher, pas du tout. Mais seulement, je dis, il l'a fait avec quasiment une veine d'homme d'État, en disant non mais écoutez, alors si ça se passe comme ça, alors je ne veux pas qu'il y ait des troubles importants à l'ordre public et à la paix sociale à cause de moi seul, de ma petite personne. Donc on n'en meurt pas, je vais me constituer prisonnier, j'ai la possibilité de me défendre, je peux constituer pour cela des avocats qualifiés et je me défendrai. Et ce n'est pas une infamie totale d'être placé en détention provisoire. Tant que je ne suis pas condamné définitif, je me battrai pour éviter que mon inculpation ne devienne définitive ou ne débouche sur un renvoi devant un tribunal parce qu'on aura réuni contre moi des faits, des charges importantes et soutenues. Quand on voit ce pays qui est en proie de l'insécurité tous azimuts, c'est un message fort envoyé par cet acte de la part de Oumar Samaké. Totalement. Moi, je salue le geste. Je dis que c'est un geste courageux et qui sied à un militaire de son rang. Voilà. Alors, ça peut alléger ses peines, on peut le dire ainsi. Probablement. Si l'enquête et l'instruction en cours aboutissaient à un renvoi devant une juridiction de jugement, très certainement on en tiendra compte, parce que je dis, il y a du panache dans son comportement. Alors, la Cour de cassation française a cassé mardi une décision de justice invalidant la mise en examen du cimentier Lavarche pour complicité de crimes contre l'humanité dans le cadre des activités en Syrie en 2013 et en 2014. La Cour de cassation donc a invalidé ce mardi 7 septembre la décision de la Cour d'appel de Paris d'annuler la mise en examen du cimentier Lafarge. Alors, maître, c'est quoi concrètement cette affaire? On parle de la Syrie, on parle de la France, on parle de Lafarge. Bien. Effectivement, c'est complexe, mais on va essayer de le simplifier pour que vos téléspectateurs puissent avoir accès à des éléments de compréhension. Pourquoi un procès en France pour des faits qui se seraient produits en Syrie? Parce que, d'après la loi française, et je crois qu'il en est de même, il en est de même également de la loi togolaise, un Français qui commet un acte répréhensible partout au monde est susceptible d'être poursuivi dans son pays. Et c'est là ce qui se passe. Nous avons une entreprise à qui il est reproché d'avoir financé un groupe terroriste pour pouvoir se maintenir dans un pays en guerre, alors que la plupart des groupes étrangers qui travaillaient dans ce pays en guerre se sont retirés. Voilà ce qui lui est reproché. Il y a plusieurs infractions qui ont été relevées. D'abord, l'Union européenne avait mis sous embargo la Syrie, et il y a eu financement d'un groupement qui est reconnu pour avoir des activités terroristes. C'est une violation de l'embargo, c'est un financement d'une activité criminelle, et
le groupe Lafarge a été poursuivi, maintenu dans les liens de la poursuite pour ces infractions-là. Mais il y avait également complicité de crimes contre l'humanité qui était reproché. Et c'est pour cela que la Cour de cassation s'est prononcée hier. La complicité de crimes contre l'humanité, c'est quoi? C'est qu'il est reproché à ce groupe français, en donnant de l'argent à un groupe dont on sait quels sont les desseins et quelles sont les méthodes, la complicité de crimes contre l'humanité, parce que souvenez-vous quand même, c'est une coïncidence intéressante des calendriers de voir que le procès des actes terroristes du 13 novembre 2015 en France a commencé aujourd'hui. Et juste la veille, la Cour de cassation répond en disant oui, en ayant volontairement donné de l'argent à ce groupement qui professe la violence mais de la plus sauvage des manières partout dans le monde, et notamment en France, parce que les victimes, là, pour le coup, sont françaises, étrangères, mais les faits se sont produits en territoire français. Vous avez mis en danger la vie des gens et en donnant des moyens à un groupement qui a de tels desseins. Et c'est ça le fond du problème. Et la Cour de cassation a en fait, la Chambre de l'instruction avait décidé d'annuler les poursuites pour la complicité de crimes contre l'humanité, et des parties civiles ont fait un pourvoi en cassation, et c'est ce pourvoi-là qui a été tranché par la décision de la Cour de cassation hier, disant que oui, il y a matière à poursuivre pour complicité de crimes contre l'humanité, dans un attendu qui est assez intéressant. Je crois qu'il faut le lire. Et la Cour dit « Il faut et il suffit d'avoir eu connaissance de la préparation de la commission de ces actes et qu'une aide ou une assistance les ait facilités. Et dans cette affaire, le versement en connaissance de cause de plusieurs millions de dollars à une organisation dont l'objet est exclusivement criminel suffit à caractériser la complicité, peu importe que l'intéressé agisse en vue de la poursuite d'une activité commerciale. » C'est-à-dire que la défense du groupe Lafarge disait non, nous ne sommes pas allés donner de l'argent pour encourager les activités, nous avons donné de l'argent pour payer notre tranquillité, pour continuer à faire du business pendant la guerre en Syrie. Voilà, aujourd'hui la Cour de cassation a répondu, et c'est un arrêt qui est déterminant, parce que c'est la première fois qu'une personne morale, une entreprise, est poursuivie pour complicité de crimes contre l'humanité. Ça ne s'était jamais produit avant, en tout cas dans le dispositif judiciaire français. Alors, quel est l'impact, justement, en tant que juriste, de cette décision de la Cour? Mais c'est énorme. Je pense que là, cet arrêt va donner lieu à des commentaires et peut-être être un sujet de thèse très intéressant, parce que vous dites, c'est un arrêt qui est très innovant, parce que désormais, il faudra que les entreprises fassent attention à ce qu'elles font de leur argent. Si vous financez des activités qui indirectement vont donner lieu à des crimes de guerre, enfin, vont favoriser. La Cour dit, en fait, c'est la facilitation. Donc, si le financement que vous opérez va avoir pour conséquence de faciliter une activité criminelle, dans le cadre d'un crime organisé, alors, même si vous êtes une personne morale, vous pouvez être poursuivi pour complicité de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre. Alors, le groupe est également suscepté, maître, d'avoir vendu du ciment de l'usine à l'EI et d'avoir payé des intermédiaires pour s'approvisionner en matière première auprès de factions djihadistes. Sur ce point précis, qu'est-ce qui sera fait? Ou bien c'est un ensemble, c'est un ensemble de choses, et tout cela, enfin, ces comportements sont déjà visés dans les autres préventions. Mais aujourd'hui, la grande nouveauté, c'est le fait que la Cour décide que désormais, une personne morale peut être poursuivie pour complicité de crimes contre l'humanité. C'est intéressant dans le dossier. C'est très intéressant juridiquement. Merci beaucoup à vous, maître Éric Emmanuel Sosa. On marque une petite pause, le journal, et on revient avec les journalistes pour Regard Croisé.